Je vous remercie d'être venu aujourd'hui pour cette première conférence organisée par notre association, l'Ordre des Pauvres Chevaliers du Christ. Première conférence d'une longue série, j'espère, puisque aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir David Berton qui se présentera tout à l'heure. Mais on a déjà des contacts de prix pour organiser, je pense, l'année prochaine, en mars, en mars et en octobre, une conférence avec l'abbé Guy Pagès. Pour ceux qui ne connaissent pas de nom, c'est le fondateur et le gérant du site Islam et Vérité, un prêtre dans le diocèse de Paris, qui partage ma vision sur l'islam. Donc il viendra nous faire une conférence en fait sur les relations que doivent être réellement entre chrétiens et musulmans, certaines vérités sur l'islam, enfin bon bref. Il viendra vous parler de ça plus en détail de lui-même. Et probablement en octobre, nous avons son Altesse Royale, le prince Charles-Emmanuel de Bourbon de Parme, qui viendra nous présenter son livre qui va sortir au début de l'année prochaine. Donc il viendra nous parler forcément de royauté. Notre association est toute jeune, je ne vais pas épiloguer là-dessus parce que vous la connaissez déjà plus ou moins, certains en êtes même déjà adhérents. Merci Lydia. D'ailleurs, pour ceux qui seraient intéressés par le fait de devenir adhérent, j'ai à ma disposition des bulletins d'adhésion. On discutera ça tout à l'heure en petit groupe, en aparté. Association donc, qui existe officiellement depuis le 26 décembre dernier. On a été déclaré en sous-préfecture de Grasse, on est passé au journal officiel. Le 26 décembre, c'était mon anniversaire en plus, quel beau cadeau. Les premiers adoubements des chevaliers ont été faits par l'église, dernier week-end de janvier. Donc toute jeune association, on n'a que quelques mois devant nous d'existence. Et pourtant, pour ceux qui reçoivent nos lettres d'information, on a déjà été bien actifs. On a encadré, on s'occupait de la logistique et de l'encadrement de la procession qui a eu lieu pour le vendredi saint, donc pendant la semaine sainte, juste avant Pâques à Cannes, avec l'abbé Botin. On a récidivé pour la procession pour la Sainte Vierge au mois d'août, pour le 15 août. Et on a fait encore pas mal de petites choses. J'ai encore en archive de toute façon les différentes lettres d'information pour ceux qui seraient intéressés de les recevoir par mail. Donc jeune association certes, mais qui chôme pas, on se retrousse les manches et on essaye de faire le plus possible. Ce que j'ai pu apprendre après presque 10 ans au Front National, c'est qu'on peut faire beaucoup avec peu. Voilà, avec les pauvres chevaliers du Christ, c'est ce qu'on essaye de faire. On se retrousse les manches et puis on bricole un peu à gauche à droite et on essaye de faire beaucoup avec les moyens qu'on a. Avant de céder la parole donc, à notre ami David, je voudrais partager avec vous une nouvelle qui m'a été donnée, une espèce de scoop, une exclusivité que peu de personnes ne savent. Ça m'a été communiqué en message par Radio Vatican. La France va recevoir un hôte de marque juste après les élections présidentielles législatives, en la personne du pape. Voilà, sa sainteté François qui viendra faire une visite en France. Alors je ne sais pas encore où exactement, si ça va être Reims, si ce sera Paris, si ce sera Lourdes. Peu de chance que ce soit dans les Alpes-Maritimes, mais pourquoi pas, soyons fous. Enfin voilà, j'ai assez parlé pour aujourd'hui. Je laisse la parole à notre ami David. Bonne conférence à vous. Bien. Je veux dire, c'est un grand merci à toi, Julien Clos, surtout à l'association Les Pauvres Chevaliers du Christ, qui, je crois, a cette ambition, qui est une noble ambition, qui est de vouloir faire renaître, finalement, cette âme chrétienne, cette âme chevaleresque, cette idée que l'homme, finalement, n'est pas simplement l'homme qu'on voudrait nous vendre aujourd'hui, c'est-à-dire un homme qui n'a que pour seule ambition d'accumuler des biens et de jouir, de dire que l'homme, finalement, ne serait réduit qu'à ça. Et c'est finalement cet idéal-là de dire que oui, l'homme a des principes supérieurs. Oui, l'homme et la civilisation humaine se construisent sur des principes supérieurs, civilisationnels, qui lui permettent de transmettre un héritage. Et oui, nous, la France, nous avons une grande civilisation. Et quelque part, moi je ne peux que te féliciter ce genre d'initiative qui permettent de dire oui, la France existe encore, et la France existera encore par nos enfants et par les enfants de nos enfants. Voilà. Vraiment un grand merci à toi là-dessus. Eh bien, avant de commencer cette petite présentation, je vais me présenter un petit peu pour que vous sachiez qui je suis globalement et aussi d'où je parle. Car il est toujours très important quand on écoute quelqu'un de savoir d'où il parle, pour savoir un peu quel est finalement son idéal, ce qu'il veut essayer de défendre et présenter. Alors moi je m'appelle David Berton, j'ai 24 ans, je suis étudiant en licence de droit actuellement,
et je suis, on va dire, engagé au Front National depuis 2010. Depuis 2010, j'ai commencé à adhérer au Front National à mes 18 ans. Avant, depuis mes 16-17 ans, je me suis intéressé à la politique, et j'ai hélas fait partie, à mes 16-18 ans, de ceux, en 2007, qui ont cru en Nicolas Sarkozy. Je fais partie de ceux qui aimaient la copie à l'original, mais par chance, j'avais 16 ans, donc je n'ai pas fait l'irréparable et je n'ai pas voté Nicolas Sarkozy. Et j'ai pu aussi, heureusement, très rapidement comprendre ce qu'était Nicolas Sarkozy, et entre le discours et les actes, voir la différence fondamentale. Et aussi, on va dire, après quelques années, en grandissant, vers mes 17-18 ans, où j'ai commencé un peu à me cultiver, à avoir des choses, à comprendre ce qu'est fondamentalement la politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit que d'un côté, il y a le peuple, et de l'autre, il y a le pouvoir. Et les médias, les hommes politiques du système, essayent de nous faire croire qu'entre le pouvoir et le peuple, il n'y a aucun intermédiaire. Et la véritable essence du pouvoir et de la manipulation de cette démocratie de façade, c'est qu'en réalité, les véritables réseaux de pouvoir, c'est les réseaux qu'il y a entre le peuple et le pouvoir. Et ces réseaux, que sont-ils? On le sait, c'est les réseaux communautaires, c'est les réseaux économiques. Et ça, finalement, c'est la véritable question de la question politique et du pouvoir, c'est de ces réseaux-là. Donc on va dire, j'ai pu commencer à apprendre et à prendre conscience de cette réalité des forces en puissance, à prendre conscience de tous ces enjeux-là, et naturellement, à mes 18 ans, j'ai décidé d'adhérer au Front National. J'ai pris quelques responsabilités au FNJ, après quoi je suis monté au bureau national UFNJ en charge de la coordination de la région Auvergne-Rhône-Alpes, que je gère toujours. J'ai été adjoint à la direction nationale du FNJ pendant 1 an, donc voilà, je me suis présenté à des élections, les élections départementales, les élections régionales. Donc voilà un peu rapidement mon parcours là-dessus. Donc aujourd'hui, la présentation. Je viens vous présenter cet essai pour un retour politique et spirituel de la jeunesse. Moi j'imagine, vous pouvez vous dire, vaste projet, hein, un retour politique et spirituel de la jeunesse. Parce qu'il est vrai que quand on regarde ma génération, et même plus globalement les générations qui viennent, on peut être assez négatif, on peut se dire, qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qui va être transmis? Qu'est-ce qui va suivre après nous? Mais l'idée pour un retour politique et spirituel, c'est pas nécessairement de la jeunesse, c'est même globalement simplement un retour politique et spirituel. C'est se dire, pour vous donner un peu le sujet globalement, c'est d'avoir conscience qu'aujourd'hui la grande lutte de notre époque, la grande question de notre temps, c'est l'affrontement entre la tradition et la modernité. C'est à mon humble avis la grande lutte de notre époque. Et tout ce qu'il y a autour d'un point de vue négatif n'est qu'une conséquence de cet affrontement entre l'héritage traditionnel, entre ce qu'est la France, la civilisation helléno-chrétienne, et tout l'appareillage de la modernité. Quand on regarde aujourd'hui l'islamisation, l'islamisation n'est qu'une conséquence de la modernité. Car n'oublions pas l'adage très justement utilisé par les colons et les colonisateurs, pour être colonisé, il faut être colonisable. Et si aujourd'hui la France, la civilisation helléno-chrétienne, ce que nous sommes, ce que nous avons été pendant 1500 ans, est colonisable, c'est justement parce que nous avions les germes finalement de la destruction en nous. La grande question évidemment, qui est la grande question des débats au sein du catholicisme, au sein même des patriotes, des nationalistes, de tous les courants de la souveraineté qui veulent défendre cet héritage, c'est de savoir où sont ces racines du mal. Je n'irai pas précisément sur ce sujet-là, étant donné que c'est un sujet un peu scabreux, un sujet où évidemment il y a des avis très divergents, mais je vais essayer tout de même quand même de cibler les éléments fondamentaux sur lesquels nous sommes tous d'accord pour arriver à un constat qui est le constat selon moi de la réaction. Que face à un constat, nous devons être en réaction, et par réaction c'est pas simplement un mot, une réaction nationale, mais c'est aussi facilement un courant idéologique. Et là je parle évidemment du courant réactionnaire, le courant réactionnaire qui est évidemment celui de Joseph de Maistre, qui a été pensé, théorisé, et qui nous a permis finalement de faire naître le patriotisme, le nationalisme et tous les courants traditionnels qui aujourd'hui sont en lutte contre la modernité. Donc, par rapport à ça, donc le sujet fondamental c'est ça. Je raconte, la forme elle est simple, la forme c'est un mélange de récit et de réflexion, je raconte l'histoire d'un jeune homme du XXIe siècle, un jeune homme de la modernité avec tous les éléments négatifs de la modernité, hein. On peut voir notre génération, emplie sous le matérialisme, sur les jeux vidéo de masse, sous évidemment la consommation, où finalement à un jeune d'aujourd'hui on lui dit tu n'existes que si tu as le pouvoir de consommer, tu n'existes que si évidemment tu peux jouir de cette consommation, et on réduit finalement le modèle anthropologique de notre génération à dire voilà ce que vous êtes. Vous jeunes femmes, vous n'existez que par votre capacité évidemment sensuelle, que par votre capacité sexuelle, vous jeunes garçons, vous n'existez que par votre pouvoir d'achat, et on voit finalement que notre époque moderne nous promeut des modèles anthropologiques, des modèles de civilisation. Voilà le type d'homme auquel vous devez ressembler. Voilà le type de femme auquel vous devez ressembler. Et ces types de modèles ont en germe finalement l'essence de notre destruction. Donc ce jeune homme, quand je raconte ce jeune homme, c'est l'histoire d'un jeune homme qui a vécu 10 jours dans une abbaye. L'abbaye de Notre-Dame-des-Neiges. Donc l'abbaye de Notre-Dame-des-Neiges est en Ardèche.
une abbaye qui est à peu près fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Cette abbaye n'est... L'idée de cette histoire, c'est pas simplement de vous parler de moi, vous dire David Berton va raconter sa vie, non pas du tout. Parce que l'image de cette génération, c'est l'image d'une génération justement. Ce jeune homme qui va vivre 10 jours, ce jeune homme de la modernité qui va vivre 10 jours dans une abbaye, c'est l'image d'une génération qui finalement est un produit de la modernité et qui va au plus près de la tradition, et d'où se découle un affrontement entre deux modèles fondamentalement antagonistes et différents. Et de par cet affrontement, j'essaie de montrer finalement ce qui est selon moi l'essence de notre temps, l'essence de notre époque, l'affrontement entre tradition et modernité. L'abbaye de Notre-Dame-des-Neiges a accueilli en son sein Charles de Foucauld. Charles de Foucauld est un personnage très intéressant car il est selon moi l'image quelque part de notre destruction. Charles de Foucauld, c'est un homme dans l'armée, officier de l'armée, grand aventurier, dans les colonies, etc. Enfin voilà, un homme qui a bien vécu et qui vers la fin de sa vie a décidé de devenir moine et de se recueillir et finalement de se vouer aux autres et de se vouer surtout à la conversion des colonisés. Et il aura de nombreux propos où il dira « Toute ma vie, j'ai essayé finalement de convertir les colonisés. Toute ma vie, j'ai essayé de les convertir et finalement, je n'y suis jamais vraiment arrivé. » Et d'ailleurs, c'est si vrai qu'à la fin, il va même être assassiné par justement une jeune communauté dont il s'est occupé toute sa vie, il va être assassiné par eux. Donc je crois que c'est assez intéressant finalement de voir si on peut cibler une forme de racine où il y a cette volonté finalement de convertir pour convertir pour convertir, sans voir les limites finalement de cette conversion et de ce qui est transmis par cette conversion. On peut y voir quelque part les limites de notre civilisation et aussi peut-être la racine du mal. Mais c'est une piste de réflexion que je mets ça ainsi. Ensuite, pour un retour politique et spirituel de la jeunesse. Le titre vous donne un peu le cœur de l'essai. C'est de demander à une génération qui aujourd'hui prend tous les éléments négatifs de la modernité, on le voit bien. Aujourd'hui, notre génération va être la génération qui allons vivre moins bien que nos parents. Depuis à peu près 40 ou 50 années, on voit bien que la génération a peu à peu augmenté son niveau de vie. Globalement, le niveau de vie général a augmenté, le bien-être, l'échelle sociale, bref, il y a eu une augmentation générale qui s'est faite, mais la jeune génération a vu se voir couper de ça. Et aujourd'hui, je pense que ma génération a peut-être une vertu en elle qui n'est pas une vertu inhérente, mais qui est simplement qu'elle peut être une génération qui aura conscience de la nécessité de se relever, de la nécessité de faire réaction, parce qu'elle va être la génération qui va se prendre en pleine face tous les éléments négatifs de la modernité. L'islamisation, l'immigration de masse, mais aussi évidemment toute la modernité, avec ses éléments négatifs tels que évidemment la destruction fondamentale des valeurs, la destruction de la cellule familiale, avec ça on voit bien la destruction de la nation. Parce que très souvent, il ne faut pas l'oublier, que tout est une extension de tout. La nation, qu'est-ce que c'est finalement? La nation, c'est la famille des familles. Vous êtes d'accord avec ça? L'individu, la famille, c'est une extension de l'individu. Si aujourd'hui on se concentre, on se construit, on s'imprègne dans le modèle civilisationnel qui est promu par la modernité, c'est-à-dire l'individu roi, parce qu'on voit qu'il y a deux modèles fondamentalement. La civilisation libérale-libertaire, car on peut l'appeler comme ça, elle est libérale-libertaire, elle vous dit que vous, en tant qu'individu, vous avez tous les droits, le moi-je doit dominer, votre jouissance individuelle doit être la priorité dans toute forme d'expression. Eh bien, la civilisation libérale-libertaire vous dit, voilà, vous êtes l'individu roi, et vous ne devez n'exister que dans votre individualité. Vous ne jouissez que dans votre individualité, et que toute forme de collectivité est quelque part quelque chose qui est une lourdeur. Parce que oui, la collectivité, ça nécessite de ne pas être simplement le moi-je. Ça nécessite de sacrifier le moi-je par un nous. Et à part là, on commence à avoir conscience du principe fondamental de l'intérêt général. Et oui, il n'y a pas que le moi, il y a quelque chose de supérieur. Et on voit que le principe de la collectivité est en fait un principe fondamentalement qui nous fait simplement prendre conscience d'idées supérieures, de choses qui nous dépassent. Et ces choses qui nous dépassent, toute la société moderne cherche à les faire disparaître. On peut le voir très simplement, par une chose très simple. Vous devez très certainement connaître un des romans les plus importants, à mon humble avis, du XXe siècle, qui est 1984 de George Orwell. Selon moi, c'est un des romans les plus importants, car il est défini en son sein des clés de lecture de toute une civilisation et de toute une façon dictatoriale de penser. Alors, on recherche en 1984, c'est la société communiste. Mais quand on regarde la structure même, on voit qu'elle est typique de notre modernité. Regardons la novlangue. Qu'est-ce que c'est que la novlangue dans 1984? La novlangue, c'est de dire, plus un langage est appauvri, plus la pensée est appauvrie. Moins quelqu'un sait parler avec précision, moins quelqu'un parle à des mots,
à une culture, à une construction, moins il arrivera à prendre conscience de son environnement et donc à conceptualiser le monde et donc les problèmes qui sont référents à cela. Et qu'est-ce que c'est que notre modernité? Nous sommes aujourd'hui dans la génération Regardez, j'ai regardé récemment, bon, ça va être un peu dur de se souvenir de ça, mais Les Anges de la télé-réalité. On est tous d'accord, pour tous ceux qui ont regardé 5 minutes des Anges de la télé-réalité, c'est violent, enfin, on se rend compte quand même. Quand on voyait des gars qui arrivent en disant « Ouais, t'as vu ?» Enfin, ce genre de langage où il n'y a pas plus de 3 syllabes en 5 mots, c'est assez violent. Mais regardez, par ce type de langage, qui en plus, vous voyez, notre civilisation moderne promeut cela comme exemple. La norme de l'exemplarité pour la jeune génération, c'est ça. Ce sont ces gens. Vous voyez des sortes de bimbos qui sont d'une bêtise inouïe et qui sont vus comme l'exemple féminin. Regardez par exemple Nabila. Nabila, moi je regarde sur les réseaux sociaux parce qu'elle est sur les réseaux sociaux, mais je vois des milliers et des milliers d'adolescentes qui la prennent pour exemple. Nabila. Et on voit par là, justement, ce n'est pas anodin. Très souvent on dit oui mais c'est anodin, c'est comme ça, c'est de tout temps. Non, non. C'est une vision civilisationnelle. C'est une vision anthropologique. Et c'est même plus que ça, c'est un outil de domination. C'est qu'aujourd'hui, clairement, il y a une civilisation avec une oligarchie économique à sa tête, et même, je pourrais être un peu plus subversif et dire que c'est une oligarchie économique et communautaire, mais je n'en dirai pas plus. Et cette oligarchie économique et communautaire à la tête de ça a clairement une vision civilisationnelle. Elle a conscience que l'ilotisme, évidemment, je pense à la notion d'ilotisme, d'individualisme, l'individu complètement isolé, déraciné, sans notion de civilisation, de famille, de référence, uniquement réduit à l'égoïsme et à l'individualisme, uniquement réduit à du Nabila, à du Stevie, à du Love Story, à toutes ces médiocrités, à du Justin Bieber, à toutes ces choses-là, eh bien un individu comme ça, il est facilement manipulable. Excusez-moi. Un individu comme ça, on en fait ce qu'on veut globalement. Cet individu n'est pas politisé, il n'a pas de capacité d'autocritique. Sa seule capacité d'autocritique se limite à son confort individuel, à son niveau de vie. Donc un individu comme ça est facilement contrôlé dans une société dit de démocratie de marché, dit oligarchique, dit, comme je le disais au début, libéral-libertaire. Qui est une référence évidemment à Michel Plouscar, sociologue très intéressant, qui a développé dès les années 70 tous les piliers fondamentaux, la société de séduction, la société de consommation, toutes ces choses-là. Et donc nous voyons ce système s'ériger avec des modèles fondamentaux, où d'un côté, la société libérale-libertaire vous dit que vous n'êtes rien, vous n'êtes que le jeu, vous n'êtes ni un homme ni une femme, vous n'êtes ni un Français ni un Allemand, vous n'êtes ni un blanc, ni un asiatique, ni un noir, vous n'êtes rien, vous n'êtes que le moi-je. Moi je suis ça. Moi je suis le lundi un blanc, moi je suis le mardi un noir, moi je suis le mercredi un homme, je suis le jeudi une femme, je suis le vendredi un dauphin, je suis un ornithorynque, je suis ce que je veux. Et c'est notre civilisation, c'est l'ilotisme et la destruction. Contrairement à nous, et je crois que nous pouvons nous mettre dans ce camp-là, nous sommes le camp des enracinés. Nous, le camp des enracinés, nous disons oui, moi je suis un homme, moi je suis une femme, moi je suis un homme, c'est une virilité, c'est une certaine référence, c'est une certaine vision de la vie. Quand je suis une femme, c'est aussi une certaine vision de la féminité, c'est une certaine vision de la vie. Nous, nous disons oui, je suis français, oui, je suis allemand, oui, je suis une civilisation, je suis l'héritier de quelque chose. Je ne suis pas l'héritier simplement de mon égoïsme et de mon individualisme. Je suis l'héritier de quelque chose qui est plus grand que moi, que mes grands-parents m'ont transmis, que mes arrière-grands-parents m'ont transmis. Je suis l'héritier de tout ça, je suis l'héritier de tout ça, aussi modèle familial. La civilisation individuelle dit que la famille, bon, la famille est quelque chose de lourd. Hein. Quand on regarde tous les éléments de la modernité, comment sont montrés la famille? La famille conflictuelle, la famille qui ne se supporte plus, la famille qui n'est vue que comme une lourdeur, une barrière. On voit systématiquement la famille dépeinte uniquement dans ses travers négatifs, et évidemment que la famille a des côtés négatifs, il ne faut pas se voiler la face, comme dans toute chose, mais ni systématiquement tous les côtés positifs. Ah oui, la famille c'est quoi avant toute chose? C'est la solidarité. C'est un lien de solidarité, c'est un lien de force, c'est un lien aussi où l'individu se construit. Parce que, n'en déplaise à Christiane Taubira et à nombre d'autres personnes, un enfant, il a besoin d'un père et d'une mère. Un enfant, il a besoin de modèles parentaux, de modèles structurels, de modèles fondamentaux qui le construisent en tant qu'être. Mais encore une fois, là, on voit le modèle anthropologique promu par les libéraux libertaires. On voit le modèle anthropologique qui vous dit ben non, tu n'as pas à être construit par un père et une mère, c'est pareil. Quelque part, tu es 5 papas ou 3 ou 6 mamans, c'est la même chose. Un homme et une femme n'a rien à apporter fondamentalement. Et quelque part, un jour, et je le crains que ce jour arrivera un jour, où on nous dira mais vous n'avez même pas besoin de parents, ne vous inquiétez pas. Les multinationales vont s'occuper de vos enfants.
dans la liberté de leur expression individuelle, en expliquant dès 2 ans, mais c'est normal mon chéri, si tu veux être un dauphin, tu as le droit d'être un dauphin, tu es un dauphin. Mais tu vas pas écouter ces ignobles gens qui te disent que tu es un garçon parce que biologiquement tu es... Non, ça c'est les fascistes, c'est les nazis, c'est l'époque sombre, et on voit systématiquement le même jargon, le même vocabulaire être réutilisé et encore et encore. Donc la famille, on voit bien que la famille est attaquée, elle a été détruite, on pourrait faire un peu un historique de quelle façon elle a été détruite. On le sait bien qu'on pourrait s'attaquer à l'idée de, par exemple, l'ouverture. Alors, certaines femmes pourraient peut-être crier dans l'Assemblée, mais moi je pense fondamentalement que ce qu'on a appelé mettre les femmes au travail à partir des années 50 et 60 a été quelque chose de désastreux pour la famille. Pour quelle raison? Pour 2 choses fondamentales. Première chose, c'est très méprisant de dire que les femmes avant ne travaillaient pas. C'est-à-dire que de l'aube de l'humanité jusqu'aux années 50, les femmes, tranquilles, ça va, elles n'ont jamais travaillé. Les femmes qui aidaient leur mari agriculteur et qui faisaient autant de travail qu'un agriculteur, les femmes tenancières en épicerie, etc. Enfin bref, les femmes ont toujours travaillé. C'est une manipulation absolue. Et encore, dans cet objectif finalement de mettre les femmes au travail, c'était simplement une volonté oligarchique. Et ça on le sait très bien. Si on lit les livres de Queenlay, par exemple, Queenlay, qui est un économiste anglais du début du 19e siècle, qui explique très bien, enfin début du 20e siècle je veux dire, qui explique très bien, début du 20e siècle, jusqu'aux années 60-70. Il dit c'est simple. L'oligarchie économique s'est dit, la moitié de la population n'est pas taxée. La moitié de la population ne consomme pas et n'est pas taxée. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de pouvoir d'achat, ils n'ont pas de salaire. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc à partir de là, on a vraiment vu les acteurs économiques se dire, il faut mettre les femmes au travail, comme ça elles vont consommer autant que les hommes. Elles vont pouvoir aussi se détacher de la cellule familiale, et ainsi on aura 2 gros consommateurs et pas simplement un individu consommateur. Et ça, c'est un discours fondamental qu'il faut porter aussi à celles qui se disent féministes. Et j'entends évidemment les féministes intelligentes, parce que les autres féministes, il ne faut pas discuter avec elles, c'est de l'hystérie. Mais les féministes intelligentes qui veulent vraiment avoir une vision économique, c'est intéressant de savoir que si elles ont été mises au travail, c'était pas pour qu'elles soient émancipées. Parce que qu'est-ce qui s'est passé globalement? Les femmes sont passées de la tutelle de leur mari à la tutelle du patron. Et ça, c'est l'indépendance des femmes. Alors c'est vrai, le travail pour les femmes, ça peut être intéressant quand on a des métiers épanouissants. C'est-à-dire voilà, des métiers avocates, des métiers prestigieux, etc. C'est épanouissant. Mais pour 95% des femmes qui ne font pas un métier épanouissant globalement, qui font un métier parce que simplement il faut manger, il faut payer un loyer, ça on ne parle pas de ces femmes-là. Mais c'est étrange, les 5% de femmes qui sont dans ces hautes fonctions sont souvent les féministes. Et qui vont parler au nom de toutes les femmes. Sans avoir cette vision économique, comme la seule vraie vision solide, là, dans le sens, c'est-à-dire qu'évidemment, une caissière n'a pas les mêmes raisons, n'a pas les mêmes envies qu'une femme qui est avocate et une femme qui a une fonction, évidemment, épanouissante, agréable, et c'est très bien. Donc il faut déjà avoir une vision solide là-dessus. Donc la destruction, il y a ce pilier sur la famille. Je pourrais développer d'autres points, mais je vais essayer de ne pas être trop long pour quand même cibler les points fondamentaux, et après, si vous voulez bien, qu'on fasse un moment de questions-réponses, pour pouvoir discuter, peut-être aller au fond des choses. Aussi l'idée du corps marchandise. La civilisation libérale libertaire nous dit le corps est une marchandise comme les autres. D'ailleurs, il y a une phrase qui est selon moi, que tout le monde connaît j'imagine, mais qui est selon moi très personnificateur de notre époque et de toute l'idéologie, c'est la phrase de Pierre Berger. Vous connaissez peut-être Pierre Berger, le milliardaire de gauche. Il était amant de Pierre Berger, il était amant de Yves Saint Laurent. Vous savez, Yves Saint Laurent, créateur de mode, accessoirement, qui a aussi écrit une bande dessinée qui s'appelle La Vinylulu. Une bande dessinée absolument innommable, dans laquelle on voit pédophilie, orgie, tuerie d'enfants. Ça, c'est normal, un homme écrit une bande dessinée comme ça, la publie, il n'y a pas de souci, jamais les pouvoirs publics se sont posés des questions, il n'y a pas eu d'enquête. Bref, on peut se poser la question sur certaines élites qui sont protégées, et on voit qu'en réalité, les privilèges d'Ancien Régime n'ont pas disparu, ont simplement changé de forme. Et donc, Pierre Berger disait, louer ses bras à l'usine, louer son ventre pour faire un enfant, il y a une différence. Mais à travers cette phrase-là, on voit toute l'idéologie d'une époque, tout l'esprit d'une civilisation, oui, l'argent roi. Et mais les enracinés que nous sommes, qu'est-ce que nous disons? Nous disons, oui, le corps est sacré. Oui, il y a des principes supérieurs. Non, un enfant ne peut pas se monnayer et se vendre. Non, nous croyons qu'évidemment, la sacralité, la sacralisation, les principes supérieurs inhérents au corps de la femme, inhérents au corps de l'homme et à l'enfant sont fondamentaux de notre civilisation. Car quand nous constatons les civilisations, toutes les civilisations traditionnelles depuis l'aube des temps ont toujours considéré que l'enfant était sacré. C'était l'intouchable de toute civilisation. Et nous sommes la seule civilisation, je crains, qui allons arriver à casser ce tabou. Et heureusement que c'est un tabou.
Très souvent, on nous dit que les tabous, c'est mauvais. Non, les tabous sont bons, évidemment. Les tabous, c'est marquer des limites et des frontières. Ah, frontières, encore un mot interdit aujourd'hui. Hein, les frontières, non, il ne faut plus de frontières. Il ne faut plus de limitations. Il n'y a ni enfant ni adulte. Il n'y a ni mineur ni majeur. Il n'y a ni français ni allemand. Il n'y a rien, il n'y a que le moi-je, l'expression de son ego. Nous sommes dans la civilisation du narcissisme. Il n'y a que ça. Le narcissisme et la jouissance. Il n'y a que ça. Facebook, les réseaux sociaux. Je suis sur les réseaux sociaux aussi, évidemment. Mais pour toute personne qui veut simplement analyser les choses, Facebook, c'est le degré ultime du narcissisme. Il suffit de regarder, par exemple, les nombreux profils, par exemple, d'adolescents, ce genre de choses. On voit que là, on est dans l'expression ultime de ça. Et c'est l'expression d'une civilisation. Et ça ne s'est encore jamais vu à ce degré-là. Même chez les Grecs, où il y a eu une période de l'hédonisme, où la contemplation du corps était très importante, était vraiment promue en valeurs civilisationnelles fondamentales, on n'a jamais atteint le niveau dans lequel nous sommes. Quand vous regardez toutes ces civilisations, ces règnes-là, elles naissent, elles grandissent, et puis après, elles ont une période de décadence où justement, on a une haine de l'unité de plus en plus. Le haine de l'unité, on a la diversité, le mot est bien choisi, l'idée de diversité, parce que justement, l'unité est onie. La diversité n'est uniquement en voie de chapitre. Donc selon moi, voilà, l'élément civilisationnel, c'est ça, c'est recréer les principes d'unité dans tous ces éléments-là. Je propose au sein de mon essai, à travers les derniers chapitres en conclusion, un système, une idée de système de pouvoir, et aussi de communauté, pour reproposer ça, qui est de dire qu'aujourd'hui, il est nécessaire de recréer une institution où il faut détruire les intermédiaires entre le peuple et le pouvoir, la démocratie directe, c'est-à-dire fin de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire un homme élu avec le pouvoir exécutif et législatif, mais dont évidemment les pouvoirs constitutionnels seraient sur une autorité supérieure. Je propose aussi une monarchie constitutionnelle. Un roi qui aurait un pouvoir limité, mais qui aurait le pouvoir constitutionnel pour définir les grands éléments fondamentaux. Dont un homme élu par le peuple, qui serait semblable au président de la Ve République, qui aurait donc le pouvoir temporel. Ainsi, on réinscrirait dans le marbre de l'institution à la fois l'âme chrétienne de la France, évidemment la liberté religieuse est fondamentale, l'athéisme, les religions privées sont fondamentales, mais l'âme de la France, l'âme constitutionnelle de la France, qui doit être fondamentalement, évidemment, l'âme chrétienne, et aussi, par le roi de France, une vision de l'homme, une vision de la femme, une vision, l'idée évidemment, du modèle patriarcal, non pas le patriarcat traditionnel, parce que le patriarcat traditionnel a évidemment des éléments fondamentalement négatifs, si on va au fond du sujet, mais un patriarcat qui a conscience de simplement de sanctuarisation de l'image de l'homme et de la femme, l'image hétérosexuelle. L'hétérosexualité, l'homme et la femme dans ce qu'ils sont est la norme. Ça ne veut pas dire proscrire le reste, ça veut dire simplement une société, une civilisation de droit et de culture a besoin de normes, a besoin d'éléments dans lesquels il se conduit. Pour conclure ça, parce que j'ai essayé de faire des éléments assez généraux, mais je ne veux pas vous abrutir d'informations et d'éléments, je vais terminer par une phrase qui est, je crois, assez optimiste, qui est une phrase de Julius Evola, et qui correspond un peu à notre époque et sera un peu un gain d'espoir, celle-ci. Alors, sachons que c'est à ça qu'on mesure la puissance. Savoir jusqu'à quel point on est capable de vivre dans un monde où il n'y a plus ni sens, ni vérité, ni but, ni loi, ni justice, ni causalité, et vouloir encore ce monde. Je conclurai là-dessus. Merci à toi. Merci à toi d'être venu. Je terminerai juste par cette petite phrase. Bien sûr, il est important, il est nécessaire, il est vital pour notre pays, pour les générations futures, pour notre civilisation, pour notre survie au sens large du terme, de faire preuve d'unité. Et quel plus beau moteur d'unité, de solidarité, de famille au sens large du terme, que la foi, que notre mère l'Église. Je remercie vraiment, sincèrement, David d'être venu de si loin, hein, parce que c'est quand même pas la porte à côté, pour nous parler de ce livre que j'ai lu. Hein, forcément, si nous l'avons invité, c'est que je savais de quoi il allait parler. C'est que son livre m'a plu. Donc je peux que vous encourager à le lire. Je reviens moi sur des questions surtout bassement matérielles, pragmatiques, hein, je suis désolé.
David étant venu de loin à ses frais, je ne peux que vous encourager à acheter son livre, dont il a apporté quelques exemplaires, à l'acheter mais surtout à le lire. Et pourquoi pas profiter du fait que l'auteur soit présent pour lui poser quelques questions, pourquoi pas, hein, on va rester quelques minutes pour bavarder. Donc profitez pour lui parler, pour lui poser des questions, mais pourquoi pas, parce que moi je sais que j'en suis très friand, pour faire dédicacer le livre. Merci à vous d'être venus en tout cas. Il est dit.